Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Un doux et sombre venin de Judy Hillin, lu par Caroline Lemaire. À mon mari, ton amour m'a aidé à traverser les moments les plus difficiles. 1. Kang. Quand il était jeune garçon, Kang rêvait de retourner au palais. Un émissaire arriverait à Luzhu, afflux de couleurs au milieu du ciel gris et des montagnes noires. Des musiciens joueraient quelque chose de léger et joyeux. Des bannières flotteraient au vent. Un palanquin déposerait un officiel de la cour en robe bleue sur la plage sablonneuse où ses rêves se jouaient souvent devant lui. Déroulerait un parchemin brodé, un décret de l'empereur. Sa famille serait invitée à retourner à Jia, rétabli dans sa position, et il regagnerait son quotidien parmi les enfants du palais. Mais aucun émissaire n'est jamais venu, et ses rêves d'enfant se sont évanouis. Ce n'est que maintenant, alors qu'il attend devant la grande porte du palais, que ses souvenirs lui reviennent. Il s'insinue en lui comme ces vents du nord jadis qui emplissaient ses narines de l'odeur du sel. Il connaît la vérité cependant. Le foyer qui lui était familier dans son enfance n'existe plus. Plus d'impératrice douairière qui demande à la cuisine de leur apporter une autre assiette de douceur. Plus d'oncle empereur lui apprenant la calligraphie sur une toile tendue. Pas de princesse récitant un énième traité de négociation devant leur tuteur. Kang est revenu sous une pluie de flèches, n'apportant que mensonges et destruction. Et il a beau vouloir croire le contraire, il a pris part à tout ce qui va se passer désormais. Son cheval hennit doucement, bouscule celui qui est à ses côtés. L'animal sent le changement dans l'air, le vent qui a tourné. Il pensait qu'un coup d'état serait plus sanglant. Du sang et du feu, d'après les histoires racontées par les enseignants et ses propres souvenirs fragmentés vieux de 10 ans. Au lieu de quoi, il a vu les soldats de l'armée affluer dans les crevasses de Jia comme l'eau dans le lit d'une rivière asséchée. La capitale de Dashi les a bus toute une nuit durant, jusqu'à ce que le ciel pâlisse et qu'une nouvelle aube s'installe sur la ville endormie. La porte s'ouvre devant lui. Kang entre, flanqué par les hommes de son père. Des rangées de soldats au garde-à-vous, vêtus de l'uniforme noir de la garde de la ville, leur ménageant un passage et s'inclinant devant eux. Il n'y a pas de bruit de bataille, pas de lames d'acier qui s'entrechoquent bruyamment. Juste le poids de l'attente, du changement à venir. Quand il a rencontré son père à la maison de thé, le général était tout sourire, avec un visage rougi par le vin. Il lui a tapé dans le dos, déclaré qu'il avait fait sa part, comme un bon fils, un bon soldat. Et même s'il aspire à la chaleur que lui procure l'approbation de son père, Kang ressent toujours un malaise dans un coin de son esprit, comme une démangeaison dont il est incapable de se débarrasser. La voix de Zen lui chuchote. Tous ses projets se réalisent, mais à quel prix? Il pensait qu'elle parlait de leur fausse fiançailles, mais elle lui a ri au nez quand il a énoncé l'idée. L'un des fantassins s'avance pour prendre les rênes de son cheval et Kang met pied à terre. Un fonctionnaire le salue d'une légère inclinaison de la tête. Vêtu du noir et du vert du ministère de la Justice, il se présente comme Wang Li, le gouverneur de Shu. Il se glisse par une porte latérale et monte l'étroit escalier caché dans le haut mur à côté de la cour de l'avenir prometteur. Le général Kailang annonce un héros au loin. Le cri qui lui répond est si tonitruant qu'il résonne dans le passage de pierre. « Je tiens à vous souhaiter personnellement la bienvenue, mon prince », annonce le gouverneur tout sourire en haut des escaliers. « Bon retour à Jia. » Il lui fait signe de continuer d'avancer. Entendre le titre qu'il lui attribue a donné la chair de poule à Kang. Prince. Mais cette pensée est chassée par ce qui l'attend sur l'esplanade en contrebas.
Depuis son point d'observation, il voit les fonctionnaires de la cour regroupés devant les escaliers qui mènent à la halle de la lumière éternelle, entourés par le rouge de la garde du palais et le noir de la garde de la ville. Certains semblent désemparés, tandis que d'autres sont déjà tombés au sol, prostrés dans leur empressement à montrer leur déférence au futur empereur. À gauche de Kang, le long mur est bordé d'archers et il aperçoit des ombres mouvantes qui leur ressemblent le long du mur le plus éloigné. Leur présence ostentatoire, pour ceux qui sont en dessous, est un rappel du pouvoir du général, lequel se tient en haut de l'escalier, paré de son armure de combat au grand complet. Il brille de noir et d'or, des branches incurvées de son aume jusqu'à l'éclat de ses bottes. Le chancelier Zhou se tient à sa droite, en tenue de cour officielle. Il n'y a aucun doute sur qui va régner et qui l'a aidé à monter sur le trône. Le père de Kang lève les bras. Le rugissement des soldats se tait. Ils mettent un genou à terre pour le saluer en une même vague coordonnée. Les traînards, encore debout parmi les gens de la cour, s'agenouillent aussi, suivant l'exemple de leur père. Mais Kang mémorise ces visages, tout comme il sait que le chancelier en prend note. Ceux qui se sont inclinés en premier et ceux qui ont hésité. Les bras du général retournent contre ses flancs, tandis que le héros s'avance à nouveau. Levez-vous pour écouter les paroles du régent qui montera bientôt sur le trône de notre grand empire. Quand les soldats se remettent au garde à vous, le bruit mat de leurs lances fait trembler les murs de la cour. Les officiels se relèvent plus péniblement. Pour certains d'entre vous, ce peut être une surprise de me voir de retour, tonne la voix du général Kai Lang à travers la foule. J'avais volontairement pris le chemin de l'exil. Il y a de nombreuses années, car je souhaitais voir la gloire de notre grand empire briller sans conflit interne. Nous ne pouvons pas rester forts quand nous nous battons de l'intérieur. J'ai voulu accorder sa chance à mon frère. Malheureusement, loin d'en profiter, il a cherché à mener Dashi à la ruine. Père a toujours été du genre enflammé dans ses discours, connu pour sa capacité à échauffer le sang de ceux qui le suivent, à les encourager à se battre en son nom. Aveuglé par ses ambitions personnelles, il n'a jamais pensé que l'un des siens se retournerait contre lui. La princesse qu'il a élevée a empoisonné son propre père et tenté d'éliminer ceux de la cour qui s'opposaient à sa façon de consolider le pouvoir. On m'a désormais confié la tâche de restaurer l'honneur des lits et d'obtenir justice pour la mort de mon frère. Le discours passionné du général provoque autant d'agitation qu'un nid de frelons jeté au milieu de la cour. Plus personne ne parvient à se tenir tranquille et silencieux. Tous chuchotent et murmurent entre eux. Kang sent l'attention se porter sur lui, et il s'efforce de garder un visage impassible malgré son malaise croissant. Une fille lui a parlé des composantes du poison et de ses origines à Luzhou. Une princesse a essayé de cacher la nouvelle de la mort de son père au reste du peuple. Lui-même n'a entrevu qu'une petite partie des plans de son père et le général a refusé de répondre à ses questions sur les origines du poison. Il croise le regard du chancelier qui lui adresse un sourire discret avant de se retourner vers la cour. Le doute s'insinue plus profondément sous la peau de Kang. Est-il important de savoir si son père a fourni le poison? L'empereur n'est plus, la princesse est partie, le trône est vide et attend celui qui y montera. Pourtant, au fond de lui, la question brûle toujours. Est-ce mon père qui a donné l'ordre? Je ramènerai la paix et la prospérité à Dashi. J'en arracherai les traîtres, les corrompus, annonce le général avec une grande ferveur. À commencer par ceux qui hantent le palais. La princesse traîtresse et sa Chenongtu, son petit animal de compagnie, se sont échappés, mais elles ne resteront pas libres bien longtemps. Le ministère de la Justice les ramènera.
Le chancelier Zhou s'avance et proclame « Ainsi le veut l'empereur régent de Dachi !»« Ainsi le veut l'empereur régent !» répètent ses sujets en écho. Et tous s'agenouillent de nouveau pour recevoir ses ordres divins. La tête baissée, le visage caché aux yeux méfiants, Kang sent ses lèvres s'étirer sur un sourire. Elle est vivante. 2. Ning. Mère racontait que le monde venait de l'obscurité, que de ce grand néant primordial provenaient la conscience et le réveil des premiers dieux. La grande déesse a émergé, fendant l'obscurité, l'ouvrant comme un œuf. Avec son frère, ils ont séparé le ciel et la terre. « N'oubliez jamais, nous disait-elle, le monde a commencé par un rêve. Pour nos vies, c'est la même chose. Continuez à rêver, mes filles. Le monde est plus grand que vous l'imaginez. » La lumière du soleil traverse la canopée de verdure au-dessus de ma tête. Les feuilles bruissent légèrement dans la brise. L'air sent bon comme une journée d'été. Mais je suis coincée quelque part entre le sommeil et l'éveil. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important, quelque chose qui ne me revient pas. Mon corps est secoué par un mouvement sous moi et je me redresse trop vite. J'ai la tête qui tourne. Les arbres volent devant mes yeux. Mes mains effleurent un tissu rugueux, une couverture qui a glissé quand j'ai bougé. Je me retourne et réalise que je suis dans un chariot. Ma sœur est assise en face de moi, les yeux clos, la bouche en mouvement. Je connais cette expression. Elle est occupée à quelques calculs complexes dans son esprit. Un motif de broderie ou le comptage des ingrédients dans la réserve de père. Soudain, ses yeux s'ouvrent et rencontrent les miens. Elle rampe pour s'asseoir à côté de moi. « Tu es réveillée !» constate Chou avec soulagement. Et avant que je puisse l'arrêter, elle interpelle les deux silhouettes assises à l'avant du chariot. « Elle est réveillée !» Je ne peux pas m'en empêcher. J'attrape son bras pour m'assurer qu'elle est bien réelle. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas encore en train de rêver, endormie sur un bateau qui flotte sur la rivière Jade, à essayer encore de retrouver le chemin de la maison. Ou pire, recroquevillée sur le sol des cachots du palais en attendant le matin de mon exécution. Ces pensées inquiétantes chassent la chaleur de la journée, ne laissent qu'un grand froid à la place. Chou baisse les yeux sur ma main, et puis elle pose la sienne dessus. Elle ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais, avant qu'elle n'ait pu parler, le chariot s'arrête dans un soubresaut qui nous projette en avant. L'une des silhouettes saute par-dessus l'avant du chariot et atterrit près de nous. Le large bord de son chapeau garde son visage dans l'ombre. C'est seulement quand elle lève les yeux que je reconnais ses traits, sublimes, révérés par les poètes dans leurs textes fleuris qui me sont maintenant familiers. Une personne que j'ose même appeler mon amie. Zen, la princesse de Dachi, est vêtue d'une tunique marron unie, ses cheveux attachés en une longue tresse. Derrière elle se trouve notre chauffeur que je reconnais aussi. Ruyi, sa servante est vêtue d'une tenue marron identique. Elles ont l'air de fermiers revenant d'une journée au champ. Ruyi m'adresse un bref hochement de tête avant de se retourner pour faire avancer le cheval d'un claquement de langue. « Comment te sens-tu » me demande Zen. Chou me regarde avec la même intensité et mes craintes s'accentuent. Je secoue la tête encore un peu étourdie. J'essaie de me rappeler. Vous allez devoir me raconter ce qui s'est passé. Des images surgissent soudain devant mes yeux sans que je m'y attende. Le visage imposant du chancelier me condamnant à mort.
les pétales chatoyants de la pivoine sur la broderie de chou, la poursuite de ma sœur à travers des bois sombres, mon père pleurant sur son corps, la forme descendante du serpent d'or, l'éclair de ses crocs vicieux et ses yeux injectés de sang. Tout à coup, une douleur me pique au milieu du front et je pousse un cri, plié en deux. La souffrance se répand comme une traînée de poudre à travers mon corps, oblitérant toute autre pensée. Je sens vaguement des mains qui m'aident à m'allonger tandis que la douleur déferle sur moi encore et encore. Je vogue dessus un moment. Des minutes ou des heures, je ne sais pas. Jusqu'à ce qu'enfin, petit à petit, elle s'atténue et que je puisse lentement retrouver le chemin de moi-même et tenter de nouveau de m'asseoir. Tiens, bois un peu d'eau. On me fourre une gourde entre les mains dont je fais couler l'eau fraîche dans ma bouche. Chou, l'air toujours très inquiète, me passe un mouchoir pour que je m'essuie le visage. « Tu as dormi pendant 3 jours et 3 nuits, me raconte-t-elle. Tu avais beaucoup de fièvre et père a essayé d'éliminer l'infection du mieux qu'il a pu. Il en reste probablement encore des traces. » J'ai tiré Chou des ténèbres pour y tomber à sa place et je ne me rappelle rien de ce qui s'est passé ensuite. « Père, où est-il » Lui et moi avons mis de côté nos différends pour sauver Chou, ensemble. Mais j'ai encore beaucoup à lui demander. À propos de lui et de mère au palais, de ce à quoi il a renoncé pour commencer une nouvelle vie à Chigné. Tout cela, je ne l'avais jamais compris avant d'aller à Gia. Chou semble réticente à parler. Après que tu as perdu connaissance, père a fait savoir au village que mon état s'était aggravé et qu'il ne pouvait pas assurer ses tournées quotidiennes. Le capitaine Wu est venu voir comment j'allais, et en même temps nous mettre en garde. Notre père avait jadis sauvé la vie du capitaine après une mauvaise chute. Le capitaine Wu avait toujours été gentil avec nous, notamment en tentant de nous faire passer en douce des rations supplémentaires, même si notre père les refusait à peu près toujours. Il nous a prévenus que, sur ordre du gouverneur, des soldats de Nanjiang viendraient bientôt à ta recherche. Père lui a permis de fouiller notre maison pendant que je me cachais dans le lit avec toi. Les lèvres de Chou frémissent à ce souvenir. Je saisis la main de ma sœur, devinant quelle expérience terrifiante ça a dû être. Ton père est venu nous trouver plus tard, en Shenzhen. Il nous a dit que nous devions nous mettre en route. Il nous a fourni les vêtements, ce chariot, et il a promis qu'il enverrait les soldats dans la direction opposée, s'ils venaient. « Pourquoi n'est-il pas avec nous ?» je demande. « Il va être en danger !» Zen échange un regard avec Chou. Cette familiarité m'irrite. Il y a quelque chose qu'elle savent et que j'ignore. Que pense-t-elle devoir me cacher ? Il n'a pas voulu. Finit par m'avouer Zen. Il a dit qu'il avait encore des patients sous sa responsabilité. Bien sûr, ses patients, ses obligations. J'ai essayé de le persuader de venir, me dit Chou. Au lieu de me rassurer, son aveu ne fait que m'irriter davantage. Sa façon de toujours chercher à voir le meilleur chez les gens, même quand ils continuent à nous décevoir. Elle ne devrait pas être la cible de ma colère, et pourtant... « Village droit devant !» crie Rouilly depuis l'avant du chariot. La tension se relâche. Zen retourne à ses côtés tandis que Chou regarde devant elle avec intérêt, me laissant seule avec mes questions et mes idées sombres. Le soleil oblique de l'après-midi ne brille pas sur un village animé. Non, seule une volée de poules traverse notre chemin lorsque nous franchissons les portes. Nous passons devant des maisons de briques nues construites autour de petites cours, séparées de la route principale par des clôtures basses en bois. Une femme étend son linge sur une corde. Ruyi s'approche pour lui parler et revient avec l'adresse d'une auberge. En la regardant depuis le chariot qui s'éloigne, je vois la femme nous suivre des yeux, ne se détournant que lorsqu'elle remarque l'attention que je lui porte.
Reuilly conduit le cheval sur une autre route et nous arrête dans une large cour dont le portail est ouvert. La plaque accrochée au mur indique seulement qu'il s'agit d'une auberge sans nom officiel. Un vieil homme en sort pour nous accueillir avec un sourire et prend les rênes des mains de Reuilly. Je me laisse glisser de l'arrière du chariot, mais mes jambes se dérobent presque sous mon poids. Je me rattrape contre le côté. Si j'ai dormi pendant 3 jours et 3 nuits, cela explique sans doute mon état de faiblesse générale et mon estomac qui gargouille. Zen bavarde joyeusement avec la vieille femme qui vient nous accueillir, chargée d'un plateau de sucreries. Je l'entends inventer une histoire comme quoi nous sommes des pèlerins en route pour Yéliou afin de rendre hommage à la tortue émeraude de l'Ouest. Je devine maintenant l'endroit où nous nous trouvons, à Qingyuan, un village avant le col de la montagne qui mène à Yéliou. Nous sommes à 2 jours de voyage au nord de chez moi, dans une contrée où je ne suis jamais venue. Zen doit suivre les instructions contenues dans la lettre de Wanyé, comme elle l'avait projetée à l'origine. Elle va demander de l'aide. Je lui suis si reconnaissante de m'avoir aidée à gagner mon village, d'avoir retardé ses plans pour que je puisse sauver Shu. Elle ne nous a pas abandonnés, alors qu'elle aurait facilement pu le faire. Remarquant que je peux à peine marcher, Reuilly vient derrière moi et me soutient. « Laisse-moi regarder ta blessure, nous allons à nouveau devoir changer le cataplasme. » Quand elle mentionne le cataplasme, mon bras devient douloureux, presque comme un rappel. Je traîne la patte jusqu'à la porte que Zen et Shu ont déjà franchie. À l'intérieur, une grande pièce avec plusieurs tables et des bancs de bois. Reuilly m'aide à m'asseoir tant bien que mal. « Je vais vous apporter du thé, aimables hôtes, » déclare la vieille femme tête inclinée. Reuilly la suit quand elle s'éclipse par l'autre porte dans le mur du fond. Les yeux baissés sur mon bandage, je me remémore le serpent qui a planté ses crocs dans mon bras et l'horreur de réintégrer mon corps avec ses marques encore visibles sur ma peau. Je suis étrangement pressée de voir à quoi elle ressemble maintenant. Shu se tient près de moi. Elle s'efforce de se rendre utile, mais je perçois son anxiété. « Tu n'as pas à voir ça, » lui dis-je, sachant qu'elle supporte mal la vue du sang. « Reuilly va m'aider. » Elle tente de protester, mais Zen l'appelle et elle me quitte sur un regard réticent. Lorsque Reuilly revient avec un grand bol d'eau fumante et quelques linges propres, j'ai déjà utilisé ce qui restait du tissu pour essuyer les reliquats du cataplasme et contempler mes blessures. Une partie de mon bras est rose et enflée, chaude au toucher. Il y a 2 entailles là où les crocs ont transpercé ma peau, avant de s'en retirer quand je suis tombée de l'arbre dans le monde de la transmutation et que j'ai regagné mon corps. Comme je l'ai dit à l'intendant Yang, je croyais autrefois ne connaître aucune magie capable d'envoyer une personne à travers le temps et l'espace. Ces marques racontent une autre histoire. Il existe des magies plus noires que nous le pensons. Reuilly m'aide à nettoyer les plaies. Je serre les dents à cause de la piqûre aiguë de la douleur. Elle sort les herbes qui trempent dans un bol séparé et me les applique sur le bras. L'odeur âcre qu'elle dégage est médicinale et familière. Elle me rappelle mon père. Je ravale ma tristesse et me répète qu'il a choisi de rester. Une fois le cataplasme appliqué et l'écharpe fixée, sa chaleur soulage légèrement la douleur. Quand j'ouvre et ferme la main, je sens la peau se tendre et s'étirer. Nous avons terminé juste à temps. Nos hôtes nous accueillent bientôt à dîner dans le jardin, où nous sommes entourés de belles roses aux teintes variées qui poussent sur la clôture et le treillis au-dessus. Des pétales blanc pâle, bordés du rose le plus clair, des jaunes vifs de la taille de mon poing, de toutes petites fleurs délicates couleur pêche sur un rosier grimpant. Leur parfum agrémente notre repas. Un bol de nouilles épicées mélangées à de la sauce pimentée, garnie d'intestins de porc croquant et de germes de soja. Les nouilles sont accompagnées de petits plats de choux et de radis marinés.
Nous partageons également une assiette de zéergen, un tubercule blanc ramolli dans l'huile, dont la suavité offre un savoureux contraste avec la saucisse salée, cuite au wok avec lui. Les plats de ce village sont considérablement plus épicés que ceux auxquels je suis habituée, ce qui n'est pas surprenant puisque cette région est limitrophe de la préfecture de Hua, bien connue pour son amour des piments. Oyi et Obuo, nos sympathiques aubergistes, remplissent régulièrement nos tasses de thé aux chrysanthèmes et refusent que nous les appelions par les titres de respect dus à nos aînés. L'estomac rassasié, nous nous retirons tôt dans nos chambres respectives, sachant que le voyage pour gravir la montagne jusqu'à Yeliu nous prendra presque toute la journée du lendemain. Obuo propose de nous aider à échanger notre chariot et le cheval contre 2 poneys robustes pour porter nos provisions en haut de la montagne. Shu m'aide à serrer mes bandages pour qu'ils ne glissent pas pendant la nuit, mais elle fronce les sourcils en regardant mon bras, presque comme s'il l'avait insulté. « Quelque chose ne va pas ?» je lui demande gentiment. Elle tire sur les liens une dernière fois, vérifie qu'ils sont bien fixés, mais elle évite mon regard. Je n'aime pas que tu aies été blessée à cause de moi, murmure-t-elle. Mon cœur se serre devant son expression. Ma sœur au cœur tendre, toujours prête à aider, qui ne veut jamais voir personne souffrir. J'aurais dû me douter qu'elle s'inquiéterait. Nous n'avons pas encore discuté de ce qui s'est passé avant que je revienne, ni de ce qui s'est passé depuis. Mais je ne sais pas si je suis prête à en parler. Je hausse les épaules, tâchant de garder une voix légère. Je suis guérie, et tu es guérie, c'est tout ce qui m'importe. Elle soupire. Je déteste de ne pas avoir été capable de t'aider, ne même pas avoir pu vraiment aider Père pendant qu'il te soignait. Je reconnais son sentiment d'impuissance parce que je l'ai ressenti moi-même. Ça me chagrine de ne pas avoir pu la protéger de ça. Sans ta broderie, je n'aurais pas trouvé l'antidote, je lui rappelle. Petite maligne. J'essaie d'ébouriffer ses cheveux comme je le faisais pour l'agacer quand nous étions plus jeunes. Elle esquive mes doigts, sourit enfin un peu. J'éteins la bougie et nous nous endormons, mettant ses soucis de côté pour la nuit. Mais au lieu de rêves apaisants et de souvenirs heureux, je rêve du rouge qui me fixe dans le noir. 3. Kang. Quand sa mère est morte, Kang a cru perdre son père aussi. Pendant 3 jours et 3 nuits, le général a veillé dans la chambre où le corps de sa femme était conservé, refusant d'en sortir même quand sa famille tentait de l'encourager à manger ou à se reposer. Ils ont demandé à Kang de parler à son père en leur nom, mais en vain. Celui-ci ne voulait s'entretenir avec personne. À genoux près de la porte, Kang était impuissant à faire autre chose qu'écouter les pleurs de son père derrière le battant, parfois même sa rage. Au 4e matin de la veillée, une lettre est arrivée de la capitale, indiquée comme devant n'être lue que par le général, et elle a été glissée sous la porte. Le général est sorti peu après, a pris un bateau et assez de provisions pour 1 semaine, puis il a disparu. Sans rien dire de l'endroit où il se rendait ni de la date de son retour. Kang a accompli le reste des rites funéraires seul. Les prières, les cérémonies sans fin, les processions à travers le village. Les hommages du peuple de sa mère, des soldats de son père. Il a regardé les flammes du bûcher funéraire illuminer la nuit, et il a transporté les cendres de sa mère au pied des falaises pour les offrir à la mer. Kang s'est presque convaincu que son père était parti en voyage pour mourir. Et puis, presque 100 jours après les obsèques de sa mère, la voile du bateau est apparue à l'horizon. Encore vêtu de blanc, symbole de son deuil, il a accueilli son père sur le rivage au pied des falaises émeraudes. Son père décharné,
tanné par le soleil mais dont les yeux brillaient d'une ferveur désespérée. Kang apprit ce jour-là le contenu de la lettre. L'accident de chasse qui n'en était pas vraiment un et la participation de l'empereur à la mort de sa mère. C'est alors qu'il a compris le nouveau but de son père. La vengeance. 2 jours après l'arrivée du général et de ses forces à la capitale, Kang est convoqué dans la salle du conseil de son père. En attendant d'être admis dans le palais privé, Kang songe fugitivement que tout semble identique et, pourtant, tout a changé. Les gardes postés à sa résidence ont été remplacés par la garde privée de son père. Visages familiers mais pas amicaux. Les fonctionnaires qui le croisaient à la hâte dans les couloirs, il n'y a même pas une semaine, le saluent maintenant d'un signe de tête ou même d'une révérence. Les serviteurs ne paraissent pas non plus savoir comment le saluer et préfèrent l'éviter, prendre un chemin différent s'ils le voient arriver de loin. Mais ceux qui le servent se comportent maintenant avec déférence et un soupçon de crainte, car le ministère de la Justice a commencé son grand nettoyage dans les ailes du palais après la proclamation du général, dans le but d'en extraire ceux qui sont soupçonnés d'être en lien avec le complot qui a abouti à l'évasion de la princesse. Hormis la fois où il a été amené dans les jardins privés de la princesse en tant que prisonnier par les tunnels secrets, c'est la première fois que Kang revoit le palais privé depuis des années. Peu de choses ont changé par rapport à ce qu'il se rappelle des couloirs peints. Cependant, à l'intérieur de la salle du conseil, les murs sont nus. Toutes les décorations de l'ancien empereur ont été supprimées, en attendant que le nouveau dirigeant détermine ce qu'il jugera agréable à ses yeux. Il n'y a que son père, assis au bureau en séquoia, et le chancelier à sa gauche qui sirote une tasse de thé. « Père, chancelier !» Son père lui fait signe de prendre le siège vide en face du chancelier, tandis que ce dernier le salue d'un signe de tête. Kang s'assied sur la chaise en bois dur alors qu'un serviteur arrive avec un plateau de friandises et de thé. Il avait espéré avoir une audience privée avec son père, mais il semble que cette réunion ait un autre but. Quelque chose qui va au-delà des affaires familiales. Quand son père est rentré de son voyage en mer, il n'a plus jamais parlé à Kang de la mort de sa mère. Il n'a jamais évoqué ses plans. En public, il a toujours traité Kang comme l'un de ses soldats, refusant de le faire bénéficier d'aucun traitement de faveur, ce dont Kang lui était reconnaissant. Mais dans leurs appartements, son père est devenu comme reclus. Kang se souvient de la première apparition du chancelier à Luzhou, déguisé en marchand sur un petit navire. Les 2 hommes avaient parlé jusque tard dans la nuit, réunion auquel Kang n'était pas convié, jusqu'à ce qu'il s'introduise de force dans le bureau de son père, un endroit qui lui était interdit auparavant. Il avait parlé avec passion, exprimé son refus d'être rejeté comme un enfant, son désir d'être traité comme un soldat capable. Il avait usé de termes que son père comprendrait, tout en rejetant la peur sous-jacente qui traversait tout ça. Il ne voulait pas perdre son père non plus. C'est le chancelier qui l'avait défendu, qui avait persuadé le général de l'envoyer à la capitale pour s'y infiltrer. Nos plans se sont déroulés comme prévu. Le général pose son pinceau sur le support, interrompant le flot des souvenirs de Kang. Il déplace la missive vers la droite pour que l'encre sèche. Kang n'en voit que quelques idéogrammes depuis sa place. Quelque chose sur les greniers et ânées. Cela n'aurait pas pu être plus fluide, commente le chancelier Zhou, qui repose sa tasse à côté de lui. Nous avons subi des pertes minimes parmi nos effectifs. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à obtenir le soutien de la cour pour assurer le succès de votre ascension. Kang devrait être reconnaissant au chancelier d'avoir convaincu son père, il y a plusieurs mois, de lui permettre de participer à la mission. Pourtant, il a vu avec quelle facilité le chancelier s'est retourné contre la princesse, entendu les rumeurs.
Nul ne monte sur le trône sans l'approbation du chancelier. Pour survivre à l'ascension de 2 empereurs et bientôt d'un 3e, le chancelier Zhou n'est pas le premier manant venu, et plus Kang en apprend sur lui, plus ses soupçons s'intensifient. Les ministères de la guerre et de la justice sont toujours alliés à ceux qui étaient les plus nombreux, reprend le général. Je les conscrits de Luzhou, mes bataillons fidèles dans la région, des commandants prêts à diriger sous ma bannière. Avec les réserves du gouverneur Wang, je crois que nous contrôlons au moins la moitié de la force militaire de Dashi, et d'autres pourraient être persuadés de nous rejoindre si on savait les y inciter. C'est le ministère des rites, les astronomes, ceux qui sont impliqués dans la gouvernance de l'Empire, que je dois convaincre. Le père de Kang parle de ses soutiens avec confiance. Ce n'est que lorsqu'il mentionne la cour que ses sourcils se froncent. Le ministre Song aime ces symboles, un grand dessein, ironise le chancelier. Je crois que le plan que je propose apportera à votre Altesse ce qu'elle désire, à savoir le ralliement de tous les ministères. Sa main produit un son de pierre qui s'entrechoque. Les yeux de Kang sont attirés par les 2 orbes que manipule le chancelier Zhou au creux de sa paume, de ce verre riche et profond qui signale un jade de la meilleure qualité. Ces babioles étaient populaires quand il était jeune, faites de diverses pierres précieuses et polies. On affirmait qu'elles aidaient à la concentration, mais elles sont tombées en désuétude ces dernières années. « Oui, j'ai examiné votre plan », fait le père de Kang, l'air moins convaincu. « Nous devons agir promptement », déclare le chancelier. Un compte-rendu rapide pour ceux qui se sont opposés à vous, afin de bien montrer que vous n'hésiterez pas à utiliser les forces à votre disposition. Mais... Ses yeux glissent sur Kang et il baisse la tête. Une pointe d'agacement s'empare du jeune homme, même s'il s'efforce de le cacher, devant cette tentative évidente de politesse de la part d'un vieux fonctionnaire de la cour qui joue son rôle. Rien qu'il n'ait jamais vu avant. Les commandants de l'armée ont leur propre posture. Les fonctionnaires de la cour préfèrent les gestes subtils et les mots voilés. En fin de compte, ils sont tous les mêmes. Ils mélangent les pièces sur l'échiquier pour s'assurer d'être ceux qui ont le plus de pouvoir. « Ce n'est pas un hasard si je t'ai invité à te joindre à nous pour ce conseil, » annonce le général en s'adressant directement à son fils. Kang ressent le poids de ces mots. L'importance de ce qui est sur le point de lui être confié. Ta mère a toujours voulu te donner le temps de grandir et de développer ta propre personnalité, avant que tu n'aies assumé la responsabilité de faire respecter la famille Li et le nom de Li. Maintenant, le moment est venu pour toi de revendiquer ta place. J'ai suivi vos instructions, père, dit Kang doucement, en pensant chaque mot. Je suis venu au palais en votre nom. Et tu as accompli ta tâche comme je l'attendais. Son père lui accorde un sourire. Pour Kang, cela représente un immense éloge. Avoir accompli une tâche, recevoir la reconnaissance qu'il désirait tant. Ta présence au palais avant mon arrivée avait un but précis, poursuit le général, et pas seulement celle de détourner l'attention, comme je te l'avais proposé initialement, de savoir faire en sorte que ceux de la cour regardent de l'autre côté pendant que j'exécutais mes plans. C'était aussi pour préparer la cour au rôle que tu vas y jouer, pour planter les graines de ta légitimité. La chaleur de l'éloge disparaît aussi vite qu'elle était venue, remplacée par un froid soudain. L'hésitation de son père a un sens différent de celle du chancelier. Kang sait que ce ne sera pas quelque chose d'agréable. « Que voulez-vous que je fasse ?» demande-t-il. « Tu seras nommé prince après mon ascension, car un souverain doté d'un héritier digne de ce nom offre une plus grande stabilité. L'ordre naturel des choses s'accomplira. Tu n'as jamais exprimé aucune forme d'ambition pour ce rôle. Je dois donc te poser la question. L'acceptes-tu ?
La voilà, la question qui a toujours plané au-dessus de leur tête à Louzou, la question que tous les conseillers éludaient, la question à laquelle sa mère n'a jamais voulu répondre, Kang n'ayant jamais osé demander directement à son père quelles étaient ses ambitions pour le trône. Et son intuition première, ce que l'on attend d'abord de lui, c'est toujours de suivre, d'obéir sans poser de questions. Pourtant, Kang en est incapable pour le coup. Il doit poser la question, il doit savoir. Alors il quitte sa chaise et s'agenouille au sol, la tête basse, sachant que cette question pourrait tout lui coûter. Il a passé en revue les différentes façons de la formuler encore et encore. Il a défendu son père auprès de Ning, même lorsqu'elle lui a fait part de sa terrible connaissance des origines du poison. Maintenant, le trône est à portée de main, et il ne devrait plus y avoir aucune raison pour que son père lui cache la vérité. « Père, si vous me permettez de poser une question qui me taraude depuis tout le temps que j'ai passé à la capitale, je vous prie de l'entendre et de m'accorder une réponse. » Le chancelier émet un son offensé, mais Kang se fiche bien de lui. Seule la réponse de son père lui importe. C'est ce qui a toujours compté pour lui, son acceptation. Elle vaut plus que n'importe quelle quantité d'or. Parle. À propos du poison, les briques de thé empoisonnées qui ont été distribuées au royaume l'année dernière, dit Kang. Il se sent toujours un pas en arrière, n'ayant été admis que récemment dans les conseils et toujours à l'écart du cercle privé de confiance. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles les physiciens et Shenongshi ont identifié les différents composants du poison et que l'un de ces composants est le kumbu jaune, de Louzou. Que veux-tu savoir ? La voix de son père est neutre. Il ne semble pas perturbé, seulement curieux. Je voudrais savoir pourquoi avez-vous empoisonné le thé ? Kang choisit ses mots avec soin. Il suit assidûment les préceptes de sa mère. Elle lui a toujours recommandé de choisir les bons mots, affirmant que c'est gagner la moitié de la bataille dans ce qui est le dit et le non-dit, le connu et l'inconnu. Parfois il vaut mieux aller de l'avant que reculer. Kang se force à garder un regard droit, tandis que son père scrute son visage. Il a appris rapidement ces dernières semaines à dissimuler sa tristesse, sa colère, à s'imaginer qu'il est comme les marées, qu'il ne faiblit jamais. « Je vous avais mis en garde !» Le chancelier a tapé sur la table à côté de lui. Le bruit de sa paume est aussi fort qu'un coup de tonnerre. Il se lève d'un bond et se poste à côté de Kang, s'inclinant lui aussi pour gagner l'attention du général. Il a passé trop de temps en présence de la princesse et de cette Chenongtu, ajoute-t-il. Elles ont échangé tout bas des soupçons qui pourraient obscurcir son jugement, affecter sa loyauté. Dans le corps de Kang, le froid se mue en glace. Le doute qui le ronge. Alors qu'il luttait contre ses propres doutes, il semble que d'autres nourrissaient la même méfiance. Le chancelier se prépare à assurer sa place à la cour. S'il gagne la loyauté de son père, qu'il place tout le monde autour de lui sous les feux du soupçon, même la propre famille du général. « Père, je vous supplie de ne pas... »« Asseyez-vous tous les deux, » ordonne le général avec force, interrompant son plaidoyer. « Assez de cela. » Il attend que le chancelier et Kang reprennent place sur leur siège pour continuer. Bientôt tu comprendras le fonctionnement du monde et la manière dont nous devons utiliser les armes à notre disposition. J'ai dépendu de l'épée pendant trop longtemps. J'ai cru que la loyauté et les liens familiaux suffiraient à sauver ce que j'aime. Mais même la distance n'a pas été suffisante. Mon frère n'était pas content que je réussisse à me tailler une vie sur le rocher de Louzou.
Il voulait me voir souffrir, et sur le champ. Maintenant, j'ai apporté la souffrance à sa propre porte. » L'intensité tranquille dans ses yeux est troublante et, l'espace d'un instant, Kang a peur. Le chancelier Zhu hoche la tête à côté de lui. « Tu dois remercier le chancelier en personne d'avoir porté cette affaire à mon attention il y a plusieurs mois. Nous n'aurions jamais su la vérité sur la mort de ta mère sans lui. » Ah, l'origine du complot. L'ingéniosité de l'assassinat par un espion infiltré parmi le peuple de sa mère avec le couteau de l'empereur dans l'obscurité. Quel prix a exigé le chancelier pour partager cette information? « Ce n'est que mon devoir, Altesse, » susurre le chancelier tout sourire. Le cliquetis des pierres est de retour tandis qu'elle tourne dans sa main comme s'il était en méditation. Un devoir qui ne requiert aucun remerciement. Puis il regarde Kang, et Kang comprend la mise en garde explicite. « Fais attention à toi. » « Le poison est un outil, » poursuit son père gravement, les yeux fixés au loin comme s'il méditait sur les lignes d'un texte ancien. « Comme l'épée, le cheval, la flèche. Il peut provoquer la plus grande dévastation. Mais il peut aussi être utilisé pour affaiblir nos ennemis, lentement et discrètement. « Même si ces ennemis sont des innocents de Dashi ?» intervient Kang. « Des centaines, peut-être des milliers de morts, tous des roturiers, effrayés. »« Accepterais-tu d'en perdre un pour en sauver beaucoup ?» réplique son père. « Par exemple, une centaine de vies contre 1 millier ? La vie de tous les habitants de Dashi ?» Kang ne sait comment réagir. Il sait seulement que c'est la mort d'une personne qui a mis tout ce plan en mouvement, celle de sa mère, qui a fait basculer un rocher et maintenant entraîné une avalanche avec des résultats dévastateurs. Le visage de son père s'adoucit. « J'oublie toujours que tu as la sympathie de ta mère pour les gens du peuple. » Après qu'il a assuré à son père et au chancelier qu'il jouerait le rôle requis, Kang est renvoyé. Il a encore les mains sur les portes quand il entend son nom. Il s'arrête, écoute à travers l'entrebâillement. « Croyez-vous qu'il fera ce qu'il doit ?» Le chancelier, toujours suspicieux. Kang sent sa bouche se crisper. Il devra être prudent. « Je crois qu'il finira par voir tout ce que j'ai fait pour l'Empire, » répond son père, l'air fatigué soudain, la tête appuyée sur une main. « Tout ce que j'ai fait pour lui. »« J'espère que vous avez raison, » dit le chancelier avant de se lever pour prendre congé. C'est peut-être un étrange effet de la lumière, mais quand le chancelier s'est retourné, Kang aurait juré que ses yeux rougeoyaient dans la lumière de la lanterne. 4. Ning. Au matin, nous chargeons 2 poneys avec l'aide de Oyi et de Obuo. Je remarque des ensembles de théières et de tasses en argile peintes sur des étagères dans la pièce principale qui me rappellent la boîte de Chenongchi de ma mère qui a été détruite. Tous ces outils, malgré mon amertume, je suis la gardienne de son héritage et je continuerai en sa mémoire. Parce que sa mémoire, c'est tout ce qui me reste. « Je les ai peintes moi-même », me confie Oyi quand elle me voit prendre un objet et effleurer du doigt les roses dessinées d'une main si délicate. Je lui achète un ensemble, ainsi qu'un sachet de chrysanthèmes séchés. Le poids des tasses dans mon sac me rassure. Je n'avais pas réalisé jusqu'alors combien je me sentais nue sans les instruments de ma magie. Avant de partir, Oyi nous donne un sac de nourriture supplémentaire, refusant les offres répétées de Zen de les payer au motif que ces aliments vont se gâter si nous ne les emportons pas. « L'année a été difficile, » explique-t-elle.
Les pèlerins ne sont plus très nombreux à franchir le col, pas comme les années précédentes. Si seulement vous étiez passé par ici, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, renchérit Obwo. Tout le village grouillait de monde pendant les mois d'été. Des stands de nourriture plein le marché, des décorations suspendues dans chaque rue. Votre village aussi a souffert des briques de thé empoisonnées ? Demande Ruyi. Ils secouent tous les deux la tête. Par chance, cette tragédie nous a été épargnée, dit Oyi. Nous avons eu un cas de briques empoisonnées, mais elle a été trouvée avant d'être distribuée. Non, ce qui nous accable, ce sont les bandits, enchaîne Obwo avec une grimace. Ils constituent une menace sur toutes les routes alentours, et ça a été encore pire cet hiver. Soyez prudentes. Nous nous mettons en route assez tôt dans la matinée pour que la cime des arbres soit encore embrumée. J'ai déjà fait des randonnées avec mes parents dans les montagnes près de Ishingi, mais elles ressemblaient plutôt à des collines comparées à ces sommets-ci. La forêt grouille d'activité. Effrayés par le bruit de nos pas, quelque chose fuit devant nous dans les épais taillis qui nous entourent. Le bourdonnement des insectes et le pépiement des oiseaux qui s'interpellent emplissent l'air. Ruyi mène Chou en tête avec le premier poney, tandis que Zen reste en arrière, me prenant des mains les rênes du second. Ayant remarqué à son expression qu'elle a envie de parler, j'attends qu'elle se lance alors que nous entamons notre ascension à flanc de montagne. Nous devons discuter du contenu de la lettre de Wenyi. Commence-t-elle en effet. Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour que tu me prodigues tes conseils. Je lui jette un regard surpris. La princesse, qui guide le poney le long du chemin, semble troublée. Je trouve déroutant qu'elle montre ce niveau d'inquiétude, si différent de son comportement impassible habituel. Qui disait-il ? Sa famille habite près de la rivière des Eaux Claires. Au cours de l'année écoulée, il y a eu une augmentation du nombre de rebelles qui se font appeler le bataillon des Eaux Noires. Un jeu de mots astucieux, je dois l'admettre. La rivière des Eaux Claires sépare la province de Yun de la péninsule de Luzhu. On soupçonne qu'il s'agit des anciennes troupes du général, que certains de ses membres étaient autrefois chefs dans ses rangs. Le général de Kailang, celui que j'ai brièvement rencontré dans la maison de thé, dont la présence me terrifie encore lorsque j'y repense maintenant. Il est le père de Kang, une vérité que mon esprit a du mal à admettre. Le garçon dont j'ai éprouvé les pensées comme si elles étaient les miennes, que je croyais innocent jusqu'à ce qu'il brise ma confiance. Il m'a caché beaucoup de choses, hors de portée de ma magie. Il devrait être l'une des cibles de ma colère, et pourtant... Ning ? Zen interrompt mes pensées vagabondes, et je réalise que j'ai laissé le silence durer plus longtemps qu'il n'est convenable. Je suis désolée, continue, je t'en prie. Je secoue la tête. À quoi bon me souvenir de lui ? Il est à l'autre bout de l'Empire, hors de portée. Et je marche aux côtés de son ennemi, la plus grande menace aux ambitions de son père. Le magistrat local est soupçonné d'accuser les citoyens de petits délits et de les envoyer à Luzhu pour y purger leur peine, seulement s'ils n'arrivent jamais jusqu'aux mines de sel. Au lieu de cela, ils sont enrôlés par les Eaux Noires, forcés de terroriser la campagne tout en prétendant maintenir la paix. Ce sont des accusations graves, je commente. Même avec mes connaissances limitées en politique, je comprends qu'il s'agit là d'un niveau de corruption qui ne peut être atteint qu'avec de profondes connexions et des ressources. Nous savons que la corruption a traversé l'empire de Luzhu à Su, c'est évident, avec l'implication du gouverneur. Je me demande s'il y a un coin de Dashi où le général n'a pas étendu son influence. Ils sont tous une sorte de bras armés de son plan. Son ascension finale est grandiose sur le trône. C'est une trahison, poursuit Zen, mais ce n'est pas le pire de ce dont il a été accusé. Ceux qui parviennent à échapper à l'emprise des Eaux Noires rentrent chez eux. Changés. Au fil du temps, ils perdent peu à peu le sens de la réalité. Je ne suis pas sûre de comprendre.
En apparence, les changements sont légers au début, m'explique-t-elle. Mais lentement, ils succombent à ce que Wen Yi soupçonne d'être un autre type de poison. Ils deviennent confus, ne reconnaissent plus leur famille et leurs amis, et commencent à se faire du mal ou à blesser leur entourage. Quel terrible pouvoir que celui d'envoyer ses ennemis à la folie. Pourquoi voudrait-il blesser des gens de peu ? Je demande. Ils n'ont pas le pouvoir de s'opposer à eux ? Zen fronce les sourcils. La peur est leur arme. Maintenant, au lieu de piller les villages le long de la rivière pour se procurer des provisions, les bandits sont fournis et équipés par les eaux noires et ils ont peur que les eaux noires n'embrigadent ou ne tuent leurs proches en cas de refus. Certains villages et villes les ont même accueillis à bras ouverts et ont annoncé leur loyauté à ce bataillon de voyous. Ils pensent qu'ils leur offrent une meilleure protection que les forces impériales. Elle secoue la tête. Assez parlé de la politique de cette région. Ce que je veux savoir, c'est si tu as jamais entendu parler de ce genre de poison. Ou si c'est un type de magie, comme ce que tu as fait avec l'oiseau. Je comprends le sens de sa question. Elle se souvient des événements avec Peng Jie, que j'ai forcé à boire de l'eau empoisonnée en déformant sa perception de la réalité pour lui faire croire qu'il était en train de mourir de soif. Cela allait à l'encontre de ma nature et des enseignements de Chenong. Pourtant, je ne voyais pas d'autre moyen d'accomplir la tâche qui m'avait été imposée. Mais je n'ai aucun regret, car cela m'a permis de réussir cette épreuve du concours. C'est une ligne que je pourrais un jour avoir à franchir à nouveau. Utiliser ma magie non seulement contre un oiseau, mais aussi contre un ennemi humain, si ma vie ou celle de Shu était en jeu. J'ai pu influencer l'oiseau parce que c'est une créature simple, je lui réponds. Une créature simple avec des besoins simples, et j'ai fait appel à sa nature fondamentale. Le besoin de nourriture, d'un abri et d'eau. Par ailleurs, j'étais toute proche de lui, ce qui m'a permis d'établir ce lien via la transmutation. Mais avoir ce genre d'influence à une grande distance, contrôler les esprits de tant de personnes à la fois... Je vois, me coupe Zen. Sa déception suscite en moi une pointe d'agacement, juste un bref instant. Ce n'était pas une solution très jolie, dans le contexte d'une compétition jugée par la cour, et pourtant ces utilisations pas très jolies de la magie de Chenong ont quand même leur utilité. L'hypocrisie de tout cela me brûle un peu, avant que je me rappelle que ce n'est pas la princesse qui a déploré l'utilisation de cette magie. Ce sont certains des autres juges qui ont montré leur dégoût envers de telles méthodes. La colère ne nous aiderait en rien en ce moment. J'ai besoin de rester lucide, au moins pour les jours à venir. Ma compréhension de la magie est limitée. Je continue. Je n'ai jamais reçu d'entraînement formel et ma sœur venait à peine de commencer son apprentissage quand elle est tombée malade. Mais tu as vu par toi-même le serpent à 3 têtes que j'ai extrait de Ruyi. Il peut exister différentes formes de magie, dont un grand nombre que je n'ai jamais rencontrées encore. Et ma mère ne les a peut-être jamais vues non plus. Zen grimace. Elle vient de se souvenir. « Ton bras ?» demande-t-elle comme si elle ne voulait pas connaître la réponse à sa question. « Que s'est-il passé ?» Je lui raconte ce qui m'est arrivé quand j'ai suivi ma sœur dans la transmutation. Le serpent dans les bois et l'impossibilité qu'une créature de cet autre monde puisse blesser mon corps physique. Ces créatures ne devraient pas exister et pourtant elles prennent vie devant nous. Elle réfléchit à tout ça puis finit par admettre. C'est troublant, ces signes et ces rumeurs, l'apparition de ces abominations. J'espère qu'à Yeliu, nous trouverons les réponses que nous cherchons. Je prends à mon tour les rênes du poney sur le tronçon de route suivant, alors que nous continuons notre lente ascension de la montagne, traversant la forêt à un rythme régulier. Le chemin se rétrécit à mesure que nous nous enfonçons dans les bois et que les arbres deviennent plus épais. Pendant que les autres conversent toujours, mes pensées ne cessent de revenir en boucle sur les informations troublantes que Zen m'a communiquées. De nouvelles formes de magie, de nouvelles menaces à redouter. « Regardez ça !»
s'écrie Ruyi depuis l'avant. Elle se tient devant un pilier brisé, à la base recouverte de mousse, mais dont la différence de couleur au sommet indique que les dégâts sont récents. À nos pieds, les éclats d'un tigre en pierre brisée. Ce sont des statues de gardiens, considérées comme les représentations des yeux vigilants des dieux. Leur profanation est troublante. Apparemment, quelqu'un se moque du châtiment des cieux. Zen regarde le tigre auquel il manque la moitié de la gueule, ce qui rend son grognement féroce moins impressionnant. « C'est une chose de lire des rapports sur l'agitation, » commande-t-elle. « Mais Dashi a changé depuis la dernière tournée de mon père. Je le vois clairement maintenant. » Elle croise mon regard, et je sais qu'elle songe à ma mise en garde. Il y a une différence entre vivre la souffrance et la lire dans un document. Un arbre tombé barre notre chemin et nous devons le contourner à travers les épais bosquets en coupant les broussailles pour y faire passer les poneys. Tout en continuant notre progression, nous consommons des poignées de noix et des petits pains blancs sucrés pour reprendre de l'énergie, car nos mollets commencent à souffrir de la montée régulière. Bien que Ruyi se garde de nous demander de presser le pas, je sens son désir de mettre autant de distance que possible entre mon village et nous. Quelques heures plus tard, quand le soleil s'approche de l'horizon et que la lumière commence à décliner, le chemin s'élargit à nouveau sous nos pieds. La terre se transforme en une route pavée, les arbres s'éclaircissent. Nous continuons vers un pont enjambant un petit ravin. Les tigres de pierre assis de chaque côté du pont sont indemnes ici. Toutefois, il y a d'autres signes de destruction. Des drapeaux jetés au sol, couverts d'empreintes de bottes. Ruyi s'accroupit devant l'un d'eux et distingue des signes indéchiffrables pour mes yeux non entraînés. Elle montre les traces sur le tissu, les marques de roues et les plis. Ils sont passés avec des chevaux, des chariots, mais pas avec les provisions habituelles. Ils ont apporté quelque chose de lourd. Quelque chose ne tourne pas rond. « Devons-nous continuer ?» demande Zen. Ruyi acquiesce. « Restons proches les unes des autres et soyons prudentes. » Nous traversons le pont de pierre. La forêt se fait soudain silencieuse autour de nous. Le grand portail de pierre haut comme 3 pommes est ouvert. Mais quand nous nous approchons, je vois une fissure sur un côté, comme si une explosion s'était produite. À ma droite, on tire une épée, puis une autre. Ruyi et Zen se tiennent armes à la main, parés. Chou et moi prenons les rênes des poneys. Je reste près d'elle, ne sachant pas sur quoi nous allons tomber. Nous franchissons le portail et entrons dans la cour où nous découvrons la destruction tout autour de nous. Mon poney s'ébroue et piétine le sol. Je sens la forte odeur de fumée qui flotte encore dans l'air. Je n'aime pas ça, marmonne Chou pour elle-même. Je tends la main et saisis la sienne, voulant lui offrir tout le confort que je peux, même si la peur continue à s'insinuer sous ma peau et à grandir en moi, essayant de prendre le dessus. Je devine que les structures de Yeliu devaient être majestueuses autrefois. Les bâtiments sont en pierre grise, avec des toits pentus couverts de tuiles noires. Il a dû falloir déployer beaucoup d'efforts pour transporter ces matériaux en haut de la montagne. Le lac autour duquel les bâtiments sont construits est d'un bleu sombre et trouble. Un pont sinueux traverse sa surface, sorte de chemin en zigzag destiné à la réflexion, parfaitement adapté à une école et à l'apprentissage. Il y a aussi des bosquets de bambou sur des bases rondes en pierre. Ils sortent de terre, coiffés de leurs feuilles vertes et jaunes. Mais en regardant autour de nous, nous en voyons beaucoup qui sont renversés ou ont été coupés. En m'approchant d'un de ces bosquets, je remarque quelque chose sur les dalles de pierre. Ce n'est pas un autre drapeau déchiré comme je m'y attendais. Je recule, horrifiée. C'est un corps. « Chou, ne regarde pas !» Je crie, levant le bras pour lui couvrir les yeux. Devant moi, Ruyi se tourne et croise mon regard. Son expression reflète certainement la mienne.
Elle se tient au-dessus d'un autre cadavre. Il y en a partout. Je le vois maintenant, dans toute la cour. Nous sommes sur le théâtre d'un massacre. 5. Ning. Ne regarde pas. Je chuchote encore à Chou, dont la main se resserre sur la mienne. Tu peux tenir les rênes? Je reviens tout de suite. Elle acquiesce, les yeux fermés, et je lui passe le licol de mon poney. Ne va pas trop loin, balbutie-t-elle d'une voix tremblante. Promis. Je m'approche du premier corps. Du bout du pied, je retourne délicatement l'homme étendu sur le flanc pour le mettre sur le dos. Il a la gorge tranchée d'une profonde entaille rouge. Ses yeux fixent le ciel sans le voir. Il est vêtu d'une robe d'érudit, longue tunique noire avec une ceinture blanche dont les bords sont tachés de sang. À son côté, je remarque un pendentif familier que je reconnais comme étant le symbole que ne quittait jamais Wanyé. Tant de corps éparpillés sur les pierres comme de vulgaires détritus. Aucun d'entre eux ne portait d'armes, ni tombait à leurs pieds, ni à portée de main. Ils ont été abattus, sans défense, là où ils se tenaient. Et leurs bras montrent les stigmates sanguinolents de leur tentative de se défendre. C'est un meurtre. Je lâche pour moi-même, mais ma phrase sort plus fort que prévu. Elle résonne dans l'air. Nous ne savons pas qui peut encore se trouver ici, nous met en garde Ruyi qui s'approche avec Zen. Elles ont toutes les deux la mine sombre. Nous ferions mieux de ne pas rester à découvert. Les deux femmes nous encadrent, épées dégainées. Chou et moi faisons avancer les poneys qui ne se font pas prier. Impatients d'être éloignés de la puanteur de la fumée et du sang, ils tirent sur leurs rênes. La petite structure. Zen indique une construction à l'écart du chemin. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.